sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1, 2, 3. Léon Marchand qui est en train de passer Milan. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait pour lui. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Polizia Prévost, champion olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve comme chaque mardi soir. Il est 23h passé de bientôt 2 minutes. Et il est temps de parler sport jusque minuit, tous ensemble, comme d'habitude. Avec cette douce petite musique qui s'éteint, qui s'en va au loin. Et oui, ça commence à faire long, cette histoire avec l'été. J'espère que vous n'êtes pas tout autant nostalgique. Pas tout seul, évidemment, pour parler sport ce soir. J'ai mis leur petit micro, ils ont l'air carrés, ils ont l'air au top. Il y en a surtout certains qui sont peut-être en stress. On va tout de suite le voir. Mes très chers chroniqueurs du soir sont dans l'ordre tour de table. Oui, t'inquiète pas, Martin, j'étais ouvert le canal. Ah non, c'est surtout que tu t'es saisi du mauvais micro, je pense, petit Martin. Ah, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Pas grave, je reviens à toi juste après. Guillaume, comment tu vas? Okay, ouais. C'est toi plutôt le stressé du soir. Ouais, un peu stressé, mais aussi très content de revenir au Campus Sport Club, ma première en 2025. Donc très bonne année, je sais pas si on peut encore le dire au mois de mars, mais ouais, je suis très heureux de revenir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Depuis tout ce temps-là, t'as stressé comment alors tous ces derniers mois? Bah, écoute, j'ai vécu la qualification déjà du PSG jusqu'en 8e. Et, Attends, Coco. Petit problème de micro là aussi. Petit problème de micro? Ouais. On m'entend pas? Mais oui. Mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Mes chroniqueurs ne savent plus saisir des bons micros que je leur donne sur un conducteur. C'est pas grave. Bah, attends. On va faire les choses bien comme il faut. Et là, parle Guillaume qu'on rigole. Bonjour à tous. On s'entend mieux d'un coup. Et vous aviez pas tilté ou pas? Non, on l'entendait à côté. Donc, Guillaume, je reviens à toi, c'est juste après. Il va falloir faire vite le pauvre parce qu'il y en a un qui va faire des résultats après. Raphaël, comment tu vas? Raphaël s'en est habitué. C'est le pire démarrage de l'histoire pour l'instant. Mais oui, parce que je te regarde, mais pourquoi je vous entends si mal? Et puis je vois qu'ils ont pas eu tout le même micro, sauf que moi j'ai tout bien fait, tu vois. C'est pas très grave. Raphaël, comment toi tu te sens en cette soirée de Ligue des Champions? Ouais. Je me sens bien pour l'instant. J'espère que le résultat de Liverpool-Paris me sera favorable. Je dis pas pour qui je suis, mais selon le résultat, je vais me faire vanner, donc... Ah, ok. Bon, écoute, on verra tout à l'heure qui te vannera, alors c'est sympa. Marin, aussi, qui est avec nous ce soir. Marin, tu vas vanner qui, toi, ce soir? Ou justement... Moi, je vanne personne. Moi, c'est 2 belles équipes que j'aime bien. Je suis là pour le spectacle, et puis je vais me régaler d'en voir certains s'effondrer et d'autres jubiler. Oui, voilà. Donc, Marin est un peu plus joker dans l'âme, un peu plus psychologique. Guillaume, je reviens vers toi quand même. Du coup, ce soir, ça va? Ouais, déjà bonsoir à tous. Très heureux d'être là pour ma première en 2025 dans le Campus Sport Club. Et bah forcément un peu stressé là suite aux résultats en cours entre Liverpool et le PSG, mais on garde toujours espoir. Hein. Donc tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est possible. Tout est possible, effectivement. Et je reviens donc sur notre ami Martin, qui m'oblige à faire une petite manip qui ne marche plus, effectivement. C'est top, c'est régalade. Martin, bah oui, du coup, on va se saisir quand même du bon micro, tant qu'à faire. Comment ça va, Martin? Bah ça va super, je suis content d'être là avec vous pour parler destination et d'une soirée européenne, je suppose, principalement. Ouais, principalement. Voilà. J'ai enfin pouvoir donner la parole, on va pouvoir démarrer. C'est ça. Quand même comme il se doit. Messieurs, on va pas pouvoir du coup parler tout de suite du Paris Saint-Germain, on va vous expliquer pourquoi dans un très court instant. Mais vous inquiétez pas, il y a eu quand même des résultats partout. On va pouvoir revenir là-dessus dans un instant. Évidemment, il faut aussi que moi, j'arrive à lancer un jingle. Victoire, défaite, surprise, voici le tour des résultats dans le Campus Sport Club.
est complètement déstabilisant ce début d'émission de l'animateur, dis donc, faut vraiment qu'il aille prendre sa retraite. Martin, il y a la Ligue des Champions en ce moment, il y en a de déjà fini, on a déjà des noms de qualifiés pour les quarts de finale. C'est ça. On commence avec le premier match de cette soirée, c'était Barcelone qui affrontait Benfica. Après avoir gagné à l'arraché 1-0 à l'aller, ils ont assuré en gagnant 3-1 avec 3 buts. Même les 4 buts de la rencontre dans la première période, c'est Rafinha qui ouvre le score. Otamendi égalise pour donner un peu d'espoir à Benfica, mais finalement Yamal sur un but magnifique donne l'avantage au Barcelone et Rafinha scelle la mise. Pour ce qui est des autres matchs de la soirée qui se déroulent à 21h, des matchs sans vraiment trop de suspense. L'Inter Milan a gagné 2-0 à l'aller et l'emporte 2-1 ici ce soir avec des buts de Marcus Thuram et Çalhanoğlu. Et puis un autre match sans vraiment de suspense, c'était le Bayern qui affrontait le Bayern, un choc allemand, et ayant gagné 3-0 à l'aller, le Bayern gagne ici 2-0 avec des buts d'Harry Kane et Alphonso Davies. Et comme tu l'as dit, certains matchs ne sont pas finis car le PSG et Liverpool sont en prolongation. Le PSG et Liverpool avec un but d'Ousmane Dembélé à la 12e minute. Là, on est à la 98e et il y a toujours 1-0 pour le PSG. Donc pour l'instant, on se dirige vers des tirs au but pour les deux équipes. On va pouvoir y revenir au fil de l'émission. Je pense que d'ici 23h30, on devrait avoir un nom, j'espère, ou alors tir au but. Et là, c'est Guillaume qui est en transe. Voilà pour ce qui était de la C1. Un petit mot C3 aussi. Oui. Non, c'était Ligue 1, pardon. Ah oui, c'était Ligue 1. C'était Ligue 1, tout simplement. Ouais, parce que c'est pas encore déroulé. Ce week-end, c'était la 25e journée de Ligue 1 et ça a débuté vendredi soir avec le TFC qui affrontait Monaco. L'ASM perd encore des points importants, mais c'est un point important ici pour Toulouse, 1-1 avec un but dans les derniers instants de Franck Magri. Monaco est 4e, TFC se place dans la première partie de tableau, la 10e place. Samedi, c'était une belle journée de Ligue 1. Il y avait un beau Rennes-Paris et ça finit en 4-1 avec un match spectaculaire. Des Bretons qui ont montré de belles choses, mais lorsque Luis Enrique a fait rentrer l'Armada, on a senti une équipe largement au-dessus de l'autre. Lille a assuré contre les derniers 1-0 avec un but de Jonathan David. Et pour clôturer ce samedi, le hold-up des 100 et or met enfin une série de 4 défaites avec un but de Nail El Nayoui pour climatiser le Vel. On notera la belle performance du nouveau gardien lensois arrivé cet hiver qui a tenu en échec toute la soirée les attaquants phocéens. Dimanche, c'était plutôt des matchs de milieu bas de classement. On notera quand même le nul entre la SSE et le Havre qui sont au coude à coude pour le maintien. Et le très beau coup de Strasbourg contre Nantes avec une victoire 1-0 à l'extérieur. Le Racing se rapproche d'une place européenne, actuellement 7e à 2 points de l'OL. C'est une très belle surprise de cette saison en Ligue 1. Messieurs, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que Strasbourg peut aller chercher les places européennes en fin de saison? Oui, c'est possible. Ils ont un entraîneur qui maintient une bonne cadence avec des jeunes joueurs de très bonne qualité. Et quand on voit que tout se joue sur les dernières rencontres et que Strasbourg a plein de cartes en main pour finalement aller accrocher sûrement, je pense pas qu'ils viseront l'Europa League, mais en tout cas la Conference League. Ce qui est assez surprenant, c'est on dirait un peu le Stade Brestois de l'an passé. Le Stade Brestois qui était quand même dans une forme olympique, c'était le cas de le dire. Là, Strasbourg, c'est plus surprenant, surtout qu'on avait vu ces statistiques en tout début de saison, quand même l'un des effectifs, si ce n'est l'effectif le plus jeune d'Europe en moyenne d'âge. Ouais, c'est ça. C'est encore plus impressionnant. Du coup, c'est la jeunesse au pouvoir. On va attendre Chelsea aussi en cette fin de saison qui peut faire Coupe d'Europe et qualification en Ligue des Champions via la Première Ligue. Franchement, maintenant, pas besoin d'avoir 30 ans pour être top player et dans une top team. Ou je m'avance un peu là. Bon, ça dépend. Je vous ai éteint en fait avec une question comme ça. Non, je pense qu'il faut un peu des deux. Donc Strasbourg, étant donné qu'ils jouent qu'un seul en championnat, parce que là ils sont éliminés de la Coupe de France. Oui. Je pense que c'est plus facile pour eux parce que quand on regarde Brest, il y a aussi des joueurs entre guillemets vieux. Mais entre guillemets. Ouais, parce que c'est pas véritablement vieux. Ouais, non, c'est quand même très bizarre dans le football et dans le sport. À 30 ans, t'es vieux. Oui, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Non, là ils sont à 2 points de Lyon. Lyon qui peut à tout moment peut-être faire des faux pas, étant donné que eux ils sont en Coupe d'Europe et qui auront plus de matchs à jouer. Et est-ce qu'il y a un Strasbourg-Lyon, un match à 6 points comme on les appelle d'ici la fin de saison? C'est la vraie question. On va regarder le calendrier, on va avancer un tout petit peu dans les résultats, mais on surveille ta proposition, Raphaël, si tu veux bien. Et oui, je finis après cette question sur la Ligue 1 parce que cette 25e journée finissait sur un très beau choc, un duel de coach en tribune, je sais pas si vous avez vu l'image, et c'est finalement Lyon qui s'est imposé malgré s'être fait bouger une grande partie du match. C'est les buts de Ryan Cherki et Ernest Nuama en fin de match qui ont délivré l'OL. On soulignera le très beau but de Nuama sur une belle frappe enveloppée. Nice
perd l'occasion de recoller aux Marseillais. Lyon, quant à eux, se rapproche dangereusement de Lille et Monaco. Et un petit mot Ligue 2, parce qu'il y a quelques chocs à suivre quand même. Dunkerque, le club du coin, quant à lui, perd des places au classement après la gifle reçue contre Rodez 5-1. Et ils ont pourtant mené 1-0 tôt dans le match, mais un carton rouge est venu assassiner les Dunkerquois. Et il y avait un duel entre le premier et le deuxième, et c'est le PFC qui remporte le choc du haut de tableau face à Lorient dans un match spectaculaire, victoire 3-2 dans un stade Charletti plein. Petit mot de roue. On passe au cyclisme. Voilà, un peu de cyclisme parce que depuis dimanche, Paris-Nice a débuté et après 2 victoires en 2 étapes, Team Merlier, aujourd'hui c'était un contre-la-montre par équipe et c'est l'inévitable Visma Lease the Bike, anciennement Jumbo Visma, qui a remporté cette étape de 28 km sur le circuit de 9 heures. Team Merlier reste maillot jaune malgré que son équipe soit arrivée 51 secondes après les vainqueurs. Et samedi, il y avait un gros autre événement dans le cyclisme, c'est Tadej Pogačar qui est toujours irrésistible. Le champion du monde remporte la 19e édition de la Strade Bianche, je te dis l'accent italien, et peut souffler. Après avoir chuté à une 50aine de kilomètres de l'arrivée, il a très certainement dû croire qu'il avait perdu la course à cet instant précis, mais il a su revenir sur Tom Pidcock, le décrocher à 18 km de l'arrivée et remporter les Strade Bianche pour la 3e fois de sa carrière. Petite question pour vous, est-ce qu'on repart sur les bases d'une saison légendaire pour le Slovène ? Slovène qui en plus s'est fait un petit tour de chauffe sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Si je dis pas de bêtises, il a fait 3 étapes plus générales. Pour l'instant, en nombre de jours de course, il est à 4 sur 8, il est sur 50%. Ouais, bah là, on est de nouveau sur une saison nucléaire. Il chute, il rattrape, il gagne. Là, c'est parti et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. L'interrogation, ça va être aussi de savoir s'il fait Paris-Roubaix. Parce que on sait que son équipe est pas forcément pour qu'il la fasse. Oula. Et voilà, lui, ça pourrait être, enfin, il a jamais gagné cette course, donc il veut tout rafler, vu le grand champion qu'il est. Mais voilà, faudra voir si du coup il s'aligne sur le Giro et sur le Tour forcément. Donc faudra voir aussi comment il organise son calendrier. Ouais, le rêve des 5 monuments, mais UAE dit aussi calm down, t'as encore du temps, t'as encore des années devant toi. Bon, lui après, il est capable. Est-ce que Pogačar est plus grand qu'UAE? Peut-être pas dans le cyclisme, on n'est pas non plus sur des Lance Armstrong ou des tauliers comme ça, mais il serait capable quand même un jour de, même si dans les saisons à venir on lui redisait non, il dirait si en fait, laissez-moi y aller, laissez-moi faire l'enfer du Nord. Ça peut être pas mal. Après le cyclisme, bon, un tout petit mot. Enfin évidemment il y a d'autres résultats, donc on va quand même devoir en parler. Ouais, c'est l'Ovalie. Je vais en parler un petit peu parce qu'il y aura un débat là-dessus. Mais c'est la belle victoire du 15 de France ce week-end, avec une large victoire 42-27 des Bleus à l'extérieur dans l'impressionnante Aviva Stadium, avec un bonus offensif crucial. À noter le très beau match de Louis Bielbarré et malheureusement la blessure d'Antoine Dupont. Les Écossais, futurs adversaires de nos Français, samedi recevaient les Gallois. Ils se sont fait peur en fin de match, mais assurent finalement la victoire 35-29. À noter que les Gallois assurent le double bonus sur ce match. Et pour finir ce week-end de rugby international, les Anglais recevaient les Italiens et on assistait à une démonstration offensive du 15 de la Rose avec pas moins de 7 essais, victoire 47-24 et une seconde place au classement pour nos confrères britanniques. Et un peu de tennis notamment. Alors en ce moment, c'est Indian Wells, le 5e Grand Chelem comme on l'appelle, et il y a un match qui se joue pour l'instant entre Holger Rune et Stefanos Tsitsipas. Holger Rune a pris le premier set 6-4 et là il y a actuellement 3-2 pour le Danois. Mais pour ceux qui n'ont pas pu mettre leur réveil pour suivre ce 5e Grand Chelem, comme je l'ai dit, je vais vous faire un petit récap, parce que malgré un gros match de notre Gaël Monfils national, c'est bien Grigor Dimitrov qui a le dernier mot, avec un dernier set remporté au tie-break 7-2. Carlos Alcaraz, quant à lui, assure de son côté contre Denis Shapovalov, avec un 6-2, 6-4 express pour passer au tour suivant. Les 2 jeunes Américains locaux sur ce tournoi assurent également à domicile. Tyler Fritz et Ben Shelton remportent leur rencontre en 2-7 également. Puis si vous souhaitez suivre un peu de tennis juste après le CSC, sachez que Arthur Fils joue à 23h50 contre Marcos Giron. Messieurs, vous voyez qui remportait cet Indian Wells? Putain, j'y arrive pas. C'est pas très grave. Indian Wells, Arthur Fils, vous y croyez? Non. Carlitos. Voilà. Alcaraz, c'est quand même la réponse facile, donc je pense qu'Alcaraz il peut gagner. Après, je pensais que ton argumentaire c'est la réponse facile. Je ne vais pas dire. J'ai choisi la réponse facile, mais on peut toujours croire en nos Français. Pourquoi pas Arthur Fils? Ça ferait quand même très plaisir. Ça ferait quand même très plaisir. Raphaël, Guillaume, vous rejoignez? Surtout que je pense qu'il est un peu frustré d'être sorti assez rapidement quand même de l'Open d'Australie et ça peut être une bonne occasion pour lui là sur un gros tournoi de se rattraper, même si bon voilà en face il a l'un des meilleurs joueurs du monde. Oh oui. Oh que oui. Mais bon, l'absence de Yannick Sinner, on rappelle, suspendu donc jusque du coup ça lui donne quoi, mai ou juin, mais ça lui donne 3 mois. Ouais, il a encore pas mal de temps de suspension, donc sur des tournois en dur comme ça, quand un Italien numéro 1 mondial ne s'aligne pas, ça fait aussi toujours très plaisir.
Et puis un petit mot biathlon. Voilà, un petit peu biathlon. Ce week-end, c'était la Coupe du Monde à Nové Mesto en Tchéquie. Et ce vendredi a commencé avec une victoire de Julia Simon, accompagnée par Océane Michelon, qui finit 3e et qui signe surtout son premier podium en Coupe du Monde. Et dimanche, nos fans français de biathlon, dont Adrien, notre animateur, ont pu se délecter d'un doublé exceptionnel sur relais, car ce n'était pas arrivé depuis 31 ans que les femmes et les hommes remportent le relais dans la même étape. Victoire des femmes devant la Norvège et l'Allemagne, sachant qu'avec cette victoire, les Françaises remportent le globe de la spécialité. Et pour les hommes, c'est un perfect, 5 victoires en 5 relais sur la Coupe du Monde et un globe de gagné pour les Bleus. La Norvège prend la 2e place, suivie de l'Ukraine qui signe son premier podium depuis 2020. Et puis c'est encore plus beau le globe de cristal pour le relais féminin parce que la Suède finit 6e. C'est vraiment, c'était écrit ce magnifique doublé. Ton sport de prédilection, quand même. Ah, c'est ça, le basket. Ouais, je parle un peu des clubs du coin qui n'ont pas vraiment réussi leur 21e journée en Betclic Elite. Défaite de Saint-Quentin contre Strasbourg, défaite du Portel contre Limoges et défaite de Gravelines Dunkerque contre Bourg-en-Bresse. À noter la victoire écrasante de Cholet Basket contre Dijon 93-67. Et Choletais s'accroche toujours à la première place. Ils sont actuellement 2e au coude à coude avec Monaco. Monaco qui a d'ailleurs écrasé le Paris Basketball, qui n'est plus le Paris des débuts de saison qu'on a connu à l'Euroleague avec les 10 victoires de suite. Ce qui a permis aux Monégasques de s'imposer de 31 points. Et puis un petit mot NBA quand même, parce que ce week-end à 18h heure française dimanche, il y avait le duel des titans entre les deux potentiels MVP, Shai Gilgeous-Alexander et le Serbe Nikola Jokic. Et c'est bien OKC, l'équipe de Shai, qui s'impose 127-105-103. Le Thunder conserve donc sa première place de l'Ouest. Et cette semaine en NBA, il y a une performance historique, celle du pivot des Denver Nuggets, Nikola Jokic, avec une ligne de stats ahurissante. 31 points, 21 rebonds et 22 passes décisives. Première fois de l'histoire que cela arrive. Je sais pas si vous êtes branchés NBA les mecs, mais pour vous, qui aura le MVP à la fin de la saison? Qui? Alors, Raph, on va avouer, on avoue. Il y a pas de caméra, mais on te balance. Bon, toi, t'as fait un petit hochement de tête. Tu prends pas part au débat. Guillaume avait l'air. Jokic, je parle sous ton contrôle, Martin, mais je crois qu'il a gagné 3 fois. Il a gagné 3 fois le titre de MVP. Alexander, il l'a jamais gagné, donc pour la nouveauté, ce serait sympa. Toi, surtout qu'il fait. Surtout il a plus de 30 points de moyenne, je crois, si je dis pas de bêtises, cette saison, donc il fait encore, et ça fait plusieurs quand même, ça fait 2-3 saisons qu'il fait vraiment des très grosses stats, et voilà, pour la nouveauté, et, il le mérite aussi tout simplement, quoi. Jokic, faut qu'il laisse sa place un peu aux autres. Ouais, en tout cas, Martin, chose intéressante, c'est que les deux gros noms qui sont relevés pour ce débat de MVP, meilleur joueur de la saison, ils sont pas américains. Ils sont toujours pas américains, et donc ça commence à faire belle lurette, cette histoire. Ça montre que les internationaux dominent encore la NBA, malgré que les experts comme les consultants à ESPN, etc. disent l'inverse. Le monde contrôle la NBA. Qui était le dernier MVP? C'est la petite question, comme ça, glissade. Dernier MVP américain. Si on remonte dans le temps, Jokic. James Harden, non? Je crois que c'est Harden 2018 du coup. Ouais. Ou 2019. 2019, c'est Giannis. C'est déjà Giannis? Ouais. Oh, waouh, oui, ok. Ouais, Giannis en a 2, Embiid en a 1, Jokic en a 3. Voilà. Et peut-être 4. Allez, en tout cas, avec des stats comme ça, c'est du costaud. Et un dernier mot. Dernière petite seconde. Voilà, c'est ça. Coup de tonnerre à l'UFC. Alex Pereira est battu par le Dagestanais Magomed Ankalaev. Avec cette surprenante défaite à la décision unanime, Pereira perd sa ceinture des poids lourds légers, mais perd également 5 places dans ce classement, en passant de la 3e à la 8e place. Et un petit mot quand même pour vous dire qu'il y a toujours 1-0 pour le PSG et que c'est la 107e minute. Exactement. On vous tient informé, bien sûr, sur ce match du Paris Saint-Germain en ce moment à Anfield. Petite pause musicale quand même. Vous inquiétez pas, le résultat va tomber juste après. Du coup, j'ai quand même assuré les choses. J'ai pris soit You'll Never Walk Alone pour Liverpool, soit Who Said I Would de Phil Collins pour le PSG. On met laquelle, les gars? Je vous allume tous. Le PSG pour leur porter. Allez, on met le PSG pour leur donner de la force. Allez, on fait cette petite passe D. Phil Collins, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans quelques minutes pour, bien sûr, le résultat du Paris Saint-Germain. Phil Collins, à l'instant. Who Said I Would, version 2016, pour la petite précision, pour ceux qui auraient reconnu à l'oreille. On est de retour en direct dans le Campus Sport Club pour parler, évidemment, de salsa. Non, bien sûr que non, on va parler de sport tous ensemble. Il est temps d'appeler à la barre un certain Guillaume. Guillaume qui a des choses à dire. Guillaume qui est responsable des news ce soir et de l'info, il y en avait cette semaine. Une information vous a échappé cette semaine. Pas de problème. C'est l'heure des news dans le Campus Sport Club. On s'ambiance toujours sur ces petits jingles.
Guillaume, évidemment, un petit accent football, sachant que Guillaume, pour information pour nos auditeurs auditrices, est supporter du PSG et va devoir pendant ces 10 minutes de chronique ne pas savoir ce qui se passe. Ça va être croustillant. Guillaume, football, il y a un grand retour espéré, peut-être en tout cas, si il arrive à signer dans un club. Mais de qui s'agit-il ? Et oui, après 18 mois de suspension, le milieu de terrain international français Paul Pogba est officiellement autorisé à rejouer au football. On rappelle, il a été testé positif à la testostérone et suspendu à titre provisoire le 11 septembre 2023. Le joueur s'était vu dans un premier temps infliger une suspension de 4 ans, peine finalement réduite à 18 mois par le tribunal arbitral du sport. Pogba peut donc désormais reprendre la compétition et rejouer au plus haut niveau demeure sa priorité. Le marché des transferts européens étant fermé, les chances de revoir la pioche fouler les pelouses avant la fin de saison semblent maigres. En France, l'OM reste à l'affût pour une éventuelle venue du champion du monde cet été. L'Inter Miami, club de David Beckham, pourrait également être une option. Pogba vit et s'entraîne en Floride et les clubs américains ont la possibilité d'acheter des joueurs jusqu'au 23 avril 2025. Dans tous les cas, le champion du monde de 31 ans l'a dit, il ne se ferme aucune porte. Et ça peut être intéressant. Est-ce que vous le voyez rebondir tout de suite ou Pogba signera à l'été dans un club ? Ouais, sa place, je dirais, pourra pas jouer en MLS, étant donné qu'il a la possibilité d'y aller, et pourra pas, selon les performances qu'il fait, de revenir en Europe en mercato estival. C'est vrai, c'est pas mal. Hein, toi aussi, Marin, non ? Bon, moi, j'aimerais bien le voir revenir jouer en Ligue 1. S'il peut jouer à Marseille, j'ai vu qu'il y avait des pistes. Ouais. Donc, du coup, ça serait plutôt juillet, la piste, en tout cas. Ouais. Mais j'aimerais bien le voir jouer dans un championnat plus compétitif que la MLS. Bon, ça s'entend très très bien. Un autre championnat qui, je ne sais pas s'il sera compétitif, on parle pas de football à 11, on parle de football à beaucoup moins. J'ai même plus à 7, c'est ça C'est ça, à 7, c'était pressenti, et c'est désormais officiel depuis dimanche. La Kings League, la compétition de football à 7, va bien s'installer en France et ouvrir son propre championnat. L'annonce a été faite par le streamer Amine Mathieu. Donc on ne sait pas encore vraiment le format, mais a priori ce seront 8 équipes qui devront se faire face dans un championnat. À leur tête, les plus grosses célébrités du web français, comme Squeezie, Amine ou Michou, mais aussi quelques gros noms du football français, comme Jules Koundé ou Aurélien Tchouaméni. La compétition débutera le 6 avril et sera diffusée gratuitement sur M6+. Les 4 premières équipes du championnat seront qualifiées pour la Coupe du Monde de Kings League. Ça fait rêver tout ça. Il y a un autre endroit qui fait rêver, qui risque de disparaître d'ici quelques années. C'est une des grosses infos aussi football du jour. On se dirige du côté de Manchester. Oui, Old Trafford, le théâtre des rêves, va bientôt tirer le rideau. Le club anglais de Manchester United a dévoilé ses plans pour bâtir un nouveau stade de 100 000 places dans le quartier d'Old Trafford, où se trouve donc où se trouve le stade du même nom. Le club mancunien estime que la structure devenait vieillissante et était désormais en retard par rapport aux meilleures enceintes du monde. Le copropriétaire de l'équipe mancunienne, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, a affirmé dans le communiqué du club que son ambition était de livrer le plus grand stade de football du monde. Ouais, ça va être une sacrée histoire tout ça à coup de pelle et de milliards. Un mot Ovalie, on en reparlera bien évidemment plus en longueur de ce match des Bleus qui a fait beaucoup causer, notamment après. La Fédération française n'a pas été écoutée, Guillaume. Oui, suite à la grave blessure du capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont et du 3/4 centre Pierre-Louis Barassi, la Fédération française de rugby avait saisi la commission de discipline du tournoi des 6 nations en vue d'éventuelles sanctions contre les joueurs irlandais impliqués dans ces blessures. La commission de discipline a rendu sa décision dimanche soir. Aucun joueur irlandais ne sera sanctionné. Dupont et Barassi seront, eux, respectivement remplacés par le Toulonnais Baptiste Serin et le jeune centre palois Fabien Bro-Boiry. Des sacrés remplacements. On se dirige vers du 2 roues. Paris-Nice, la course au soleil, la course surtout qui fait tomber du monde. Et ça fait des dégâts, ça fait du grabuge. Oui, hier après-midi, la deuxième étape de Paris-Nice a été marquée par une violente chute collective survenue à l'avant du peloton à 45 km de l'arrivée. Cet incident a provoqué l'abandon du Français Florian Sénéchal de l'équipe Arkia BNB Hotel qui a été touché à la clavicule. Le Belge, de son côté, Tim Merlier, également impliqué dans la chute, a remporté l'étape, sa deuxième de suite après sa victoire sur la première étape la veille. En tout cas, une info aussi qui fera plaisir. On parle déjà de 2026. Disons qu'on commence à s'avancer dans ces news. On parle Formule 1. C'est sûr et certain, on partira à 11 équipes. Oui, c'est ça, la Fédération internationale de l'automobile et la Formule 1 ont acté officiellement l'arrivée de l'écurie General Motors Cadillac sur la ligne de départ de Formule 1 en 2026. L'écurie américaine qui sera motorisée par Ferrari en 2026 et 2027 avant de produire ses propres unités de puissance
à compter de 2028 deviendra ainsi la 11e équipe du paddock de F1. Le choix des pilotes qui composeront la nouvelle écurie américaine sera au mérite, a expliqué le directeur de l'équipe Gramwell London. La saison 2026 compte déjà un changement majeur avec Audi la marque allemande Audi qui va remplacer la marque Sauber Stake F1 Team. Donc voilà, beaucoup de changements pour cette nouvelle saison de Formule 1 dans un an. Je te vois encore concentré un peu sur le Paris Saint-Germain. T'inquiète pas, on va te donner les infos juste après. Il est encore stressé, notre petit Guillaume. Juste un petit retour pour ceux, je ne sais pas, qui s'intéressent un peu à la Formule 1. Une notion de choisir ses pilotes au mérite. Vous entendez quoi par là? Est-ce qu'on prend forcément les résultats, le palmarès, ou si vous êtes un gentil bonhomme, on vous aime aussi? Vu que c'est une nouvelle écurie, il faudra un des pilotes qui, dans mon sens, au mérite, c'est-à-dire qui ont de l'expérience, okay, et qui peuvent performer dès le début et aider au développement de la voiture et surtout de l'écurie, pour pas que l'écurie arrive et fasse n'importe quoi dès le début. Après, au mérite, est-ce que c'est sur les performances qui vont se dérouler en 2025? Je sais pas, parce que est-ce que un pilote qui va performer cette année va avoir plus vouloir de mérite signer? Est-ce qu'il va même avoir plus de mérite que celui qui a performé l'année d'avant? Non, mais est-ce que ils vont réussir à attirer quelqu'un qui a performé dans une écurie cette année? Je pense pas. Non. Donc ça va être une drôle de question en tout cas, que beaucoup vont se poser. Il faut s'activer au moment du mercato. Raph, tu peux nous redonner à peu près la période dans une saison de Formule 1? Le mercato, ça s'agite. C'est souvent en hiver. Ouais. Et mais les contrats peuvent être signés bien avant, comme Lewis Hamilton avait annoncé ça il y a un an. Un peu en août aussi, où ça se... Pour son arrivée chez Ferrari. Ouais, chez Ferrari. On en parle dans une émission spéciale Formule 1, mais je vais pas trop en parler. On va pas griller du temps à Guillaume. Guillaume, dernière petites infos aussi. On peut finir dernier d'une course et être acclamé. C'est ce qui s'est passé au Sable d'Olonne. C'est ça, le Belge Denys Van Weyberg, j'espère que je l'ai bien dit, dernier navigateur en lice dans ce Tour du monde à la voile, est arrivé samedi au Sable d'Olonne après 118 jours de course. Le Belge termine la course hors délai d'une journée et ne sera donc officiellement pas classé par l'organisation sur cette édition 2024-2025 de l'Everest des mers. Il a tout de même été acclamé par des centaines de supporters admiratifs de sa ténacité. Son arrivée clôture définitivement le 10e Vendée Globe de l'histoire. Rendez-vous dans un peu moins de 4 ans pour la prochaine édition. Ouais, rendez-vous de moins de 4 ans et rendez-vous dans moins de 4 secondes pour la dernière info de cette chronique news et peut-être une réponse pour le Paris Saint-Germain, Guillaume. On finit avec du ski. Pardon, la voix qui s'en va. Un grand Français qui annonce un retour, mais pas tout de suite. Oui, Alexis Pinturo a confirmé qu'il serait de retour en Coupe du Monde à l'automne. Le skieur de Courchevel s'alignera uniquement dans les épreuves de géant pour ce qui sera probablement sa dernière saison. On le rappelle, il a été victime d'une fracture du plateau tibial et d'une lésion au ménisque du genou droit à Kitzbühel le 24 janvier dernier. Et il avait expliqué ensuite que à fin janvier ne peut être certain de poursuivre sa carrière. Le Savoyard, aux 34 succès en Coupe du Monde, s'est finalement rétracté et aura pour objectif les Jeux Olympiques de Milan-Cortina l'hiver prochain. Merci beaucoup Guillaume pour ces news. Je redonne la parole un très court instant à Martin qui peut nous dire un petit peu quelle est la situation du Paris Saint-Germain. On tremble un peu ici au studio. Il reste 30 secondes, corner pour le Paris Saint-Germain, 6 mètres pour Liverpool et ça va aller au tir au but. Ça va aller au tir au but. Ouais. Paris qui a donc marqué très vite dans le match. Et là, plus rien. Il y a eu une grosse casse de Ousmane Dembélé. Ouais. Gros arrêt d'Alisson, mais il y a rien sinon dans la prolongation. Ouh là là, on va devoir encore attendre. C'est bien, on va pouvoir attaquer le débat du soir dans le Campus Sport Club. On l'a bien dit déjà depuis le début de l'émission, on va remettre l'accent sur l'Ovalie, notre 15 de France qui a réussi une performance assez folle en Irlande. D'ailleurs, en parlant d'Irlande, on va avoir peut-être quelqu'un au téléphone d'ici quelques instants qui était là-bas, qui a vécu en français immiscé dans la foule du trèfle, la foule verte, en tout cas qui a pu vivre l'événement à l'intérieur. Il va un peu nous raconter tout ça. Messieurs, d'abord un petit tour de table sur comment vous appréciez cette victoire, ce succès qui est, mine de rien, un succès historique pour les Bleus en Irlande, dans leur histoire, mais encore plus, surtout, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment le fait de repasser premier du groupe et d'avoir une petite finale entre l'Écosse samedi? En vrai, ce que j'ai envie de retenir, c'est quand même la force de caractère, parce que quand tu perds Antoine Dupont avant la mi-temps, que t'es mené en tout début de seconde période et que t'arrives à renverser le match et à mettre, je crois, 4 essais, et renverser l'Irlande à l'Allianz Stadium, c'est quelque chose quand même
d'exceptionnel et franchement ils m'ont surpris et ça montre aussi la force de caractère de cette équipe qui, même sans son meilleur joueur, son leader, son capitaine, est capable de renverser des montagnes. Et je pense que c'est peut-être aussi une victoire référence pour cette équipe qui l'a cherché mine de rien depuis 2 ans, depuis la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai ça. Même Dupont, avec cet incident en cours de match, Marin, toi, t'as semblé confiant dans l'état d'esprit, dans ce qu'on montrait? Défensivement, les premières minutes, ça a été très très intense, mais il y avait une forme de sérénité de l'équipe de France et un abattage défensif qui était honnêtement du jamais vu. Enfin, François Cros, il a fait une dizaine de plaquages en un quart d'heure. Honnêtement, c'était très tendu, mais on sentait une forme de sérénité. C'est vrai que la sortie de Dupont, ça a pu mettre de l'incertitude chez certains supporters. Moi, j'ai douté, mais Lucu a bien assuré ensuite et elle a démontré une force de caractère, cette équipe de France, qui est admirable. Raph, tu rejoins l'opinion de Marin? Oui, surtout qu'on pouvait avoir un peu peur de cette rencontre parce que c'était à l'extérieur, qu'on avait perdu à l'extérieur face aux Anglais, qui eux-mêmes avaient perdu face à l'Irlande. Donc sur le papier, on aurait pu partir pas perdant, mais en tout cas c'était un match difficile et pourtant on a réussi à gagner avec l'honneur. Excusez-moi, je suis aussi à la technique en même temps. J'essaye d'avoir mon correspondant irlandais dans un instant. Moi, je peux continuer. J'ai bien aimé le mot surpris de Guillaume. C'est vrai que cette équipe de France m'a surpris. Je les pensais pas capables d'aller chercher ce bonus offensif en Irlande. Et puis défensivement, ils ont été vraiment bons. C'est vrai que le score le dit pas trop, mais ils prennent des essais en fin de match qui montent pas trop là. Puis il y a eu ce carton jaune aussi qui les a déstabilisés, mais défensivement, c'est vraiment à retenir la prestation de l'équipe de France, du 15 de l'équipe de France. Et puis l'entrée de Maxime Lucu aussi, c'est pas simple de rentrer là après Antoine Dupont. Surtout que les équipes doivent être un peu abattues et il a bien fait le taf. Il a bien fait le taf. J'ai essayé de régler le problème, vous inquiétez pas. On va l'avoir. Je vais l'avoir sur mon téléphone, vous inquiétez pas. Pour ce 15 de France là, franchement, est-ce que, à souligner, entre performance offensive, performance défensive, vous retenez quoi, vous? Parce qu'en planter 40, c'est beau, mais alors, le début de match et la défense des Bleus, c'est exceptionnel, j'ai l'impression. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment la capacité défensive des Bleus. C'est-à-dire que le début de match des Irlandais, ils ont tout de suite mis une pression énorme. Ils ont vraiment percuté la ligne de défense. Il fallait être solide à ce moment-là. Et honnêtement, il y a peu d'équipes qui sont capables de défendre comme les Français l'ont fait avec tant de hargne. Et ensuite, une fois que les Irlandais ont un peu explosé, on va dire que les essais, ils se plantaient assez facilement. L'essai de Penaud, il est opportuniste aussi. Et puis, ils ont réussi à faire exploser les Irlandais. Mais c'est d'abord par la défense et par le travail des avants que cette équipe a réussi à marquer derrière. C'était assez fou. C'est bon, je l'ai au téléphone, un certain Maxime Paulin. Comment tu vas, Maxime? Ça va très bien, Adrien. Très content de revenir à l'antenne pour ce petit moment, pour parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end quand même dans le pays où je suis, donc en Irlande. Et puis voilà, très content de revenir pour un petit épisode du CSC, quoi. Est-ce que tu peux te définir en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Maxime Paulin, donc j'étais à l'académie ESJ en L2 l'an dernier et là je suis parti du coup en Erasmus à Cork en Irlande pour parfaire mon anglais un petit peu pour revenir dans de meilleures dispositions l'an prochain. Et du coup ce week-end il y avait en plus du match à la Viva Stadium à Dublin, le Irlande-France du tournoi destination, il y avait également à Cork le tournoi destination U20 avec la France qui se déplaçait donc vraiment à 20 minutes de là où je suis pour défier l'Irlande du 20. Donc ouais, c'était un vrai week-end de rugby et une ambiance vraiment particulière, très sympa de rugby et de partage avec plein de supporters et plein de fans de sport ici en Irlande et avec mes potes français aussi, on s'est vraiment régalé, quoi. Est-ce que tu as réussi à passer plus ou moins inaperçu? Ça va? Ils t'ont pas grugé sur les essais français? Non, franchement, en vrai, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu d'animosité, mais en vrai, pas du tout. Les Irlandais étaient vraiment super sympas. Que ce soit au pub le samedi pour le match des Français, mais de l'équipe première, ou que ce soit au stade pour les U20, les Irlandais étaient vraiment sympas. Ça se charriait un petit peu, mais rien de méchant, ça rigolait, etc. Et en vrai, c'était vraiment des gens qui étaient là pour partager un moment de sport avec nous et tout. Et même, on a pu discuter, c'était vraiment super sympa. Et puis, il y avait quand même une sacrée ambiance quand les Irlandais marquaient des points, ce qui n'est pas arrivé régulièrement ce week-end, mais voilà, on a quand même eu quelques sauts d'humeur qui étaient quand même plutôt sympas à pouvoir voir et à partager avec eux aussi, c'était vraiment cool.
On a pu parler des situations litigieuses des Irlandais côté arbitrage. Est-ce que tu as senti aussi que les Irlandais avaient trouvé notamment une intervention de Flamand un peu douteuse? Il y a des situations que les Irlandais auraient pu aussi contester. Toi, t'as eu ce sentiment-là ou est-ce que c'était aussi fair play et dans les deux sens ça matchait bien? Non, honnêtement, c'était très fair play. Il y a eu un petit peu d'essoufflement en effet sur le geste de Flamand, mais rien de bien exceptionnel. Mais mis à part ça, enfin même quand Dupont se blesse, on entend beaucoup de gens qui font aïe ou des choses comme ça, et quand il sort, il y a tout le peuple qui a applaudi, quoi. Donc c'était vraiment sympa. Et après non, franchement, sur les situations un petit peu litigieuses, que ce soit de notre côté comme du leur, il y a eu vraiment une belle osmose. Il n'y a pas vraiment eu de soufflement et d'énervement particulier de la part des supporters irlandais. Très bien. Je tiens à le signaler au cas où il y a beaucoup de tension et de pression autour de nous dans ce studio parce qu'il y a un club français qui est en train de jouer sa qualification en Ligue des Champions. S'il y en a un qui veut rebondir et intervenir, n'hésitez pas à vous signaler. Il n'y a pas de souci. Pour finir, je te dirais aussi, on l'a abordé juste avant. Darwin vient de rater son péno. Ah bah attends. Attention. Ne spoil pas ici, ne spoil pas. Non, dis pas trop. On a aussi un fan d'Arsenal au bout du téléphone. Je tiens à le préciser. Donc peut-être qu'une élimination de Liverpool, finalement, ça peut le satisfaire, mais c'est un autre sujet. On n'a pas le temps d'aborder ça toute la soirée. Maxime, nous on parlait juste avant aussi du match des Bleus dans sa globalité. Tu retiens quoi, toi? Tu retiens l'animation offensive et les 40 points dépassés ou c'est cette défense et ces tacles à gogo réussis notamment dans les 15 premières minutes et les 15 dernières? Moi, sincèrement, ce que je retiens vraiment, c'est la première mi-temps. Elle est quand même vachement importante parce que certes, on marque pas beaucoup, mais défensivement, comme tu l'as dit, et notamment dans les 15-20 premières minutes, on est irréprochable défensivement. Il y a vraiment rien qui passe. Les premières et les deuxièmes lignes sont ultra impliquées défensivement, et franchement, ça a été super beau à voir. Après, c'est clair que ce dernier essai de Damien Penaud, cette course de presque 80 mètres pour aller aplatir dans l'embu irlandais, c'était une spéciale, et la récupération de Thomas Ramos, je peux vous dire que tout le pub, que ce soit les Français ou les Irlandais, se sont levés, pas pour les mêmes raisons, mais honnêtement, franchement, que ce soit offensivement ou défensivement, j'ai été vraiment très agréablement surpris par cette équipe, sachant qu'au moment où Dupont sort, je me dis que ça va être très très compliqué. Au final, Lucu, pareil, a souligné aussi, je tiens à souligner, oui. Mais Lucu, une superbe entrée, et vraiment là, en tant que demi pour assurer vraiment les sorties de balles, etc. Donc franchement, c'était quelque chose de vraiment impressionnant. J'ai trouvé vraiment que les Français avaient fait limite le match parfait, mais franchement, c'était très très impressionnant à voir. Marin, je t'adresse un petit peu la parole aussi. Lucu, franchement. Ouais, Lucu, il a été excellent, surtout que c'est compliqué pour lui de vivre en équipe de France derrière la statue d'Antoine Dupont. Il a du mal à s'imposer, souvent il est assez critiqué. Aujourd'hui, sur ce match, il a su montrer toute sa palette de numéro 9. Il a sorti des balles rapidement, il a réussi à distribuer des bons ballons. Il a aussi eu un jeu au pied hyper précieux, il a envoyé des quilles à 40-50 mètres pour nous sortir de notre embut. Donc honnêtement, Lucu, il a été hyper précieux, il a montré qu'il pouvait répondre présent, et ce sera important face à l'Écosse pour le dernier match du tournoi. Ouais, extrêmement important. Ce Lucu qui est annoncé pour remplacer définitivement Dupont contre l'Écosse. Est-ce que toi, Maxime, une petite interrogation aussi avec les Irlandais qui étaient autour de toi. Est-ce que les Irlandais nous envient quelques joueurs? Je pense à oh la vache, il y a du monde, toi, Maxime, là. Arrête d'égorger des chats. Hein. Ouais, dis-moi, excuse-moi, c'est parce que je suis à côté d'un bar. Ah, d'accord. Ah bah oui, mais en fait, t'es resté au bar en fait depuis voilà. Samedi. Voilà. Non, je te disais, est-ce que les Irlandais nous envient quelques joueurs ou pas? Honnêtement, je pense que sur le match, je pense qu'ils nous envient tous nos joueurs, hein, pour être très honnête, que ce soit Ramos, ils l'ont trouvé excellent, mais Ramos c'est toujours bon dans les gros matchs. Donc sincèrement, c'était pas quelque chose que je redoutais du tout. Et voilà, mais après honnêtement, même Lucu, ils l'ont trouvé très intéressant. On a eu une discussion avec un Irlandais à la fin du match qui nous disait que franchement Lucu l'avait vraiment impressionné, parce qu'il connaissait pas beaucoup de joueurs, il n'avait pas beaucoup vu jouer en équipe de France, comme Dupont prend beaucoup de place. Mais mis à part ça, honnêtement, je pense qu'ils peuvent nous envier énormément de joueurs, et également aussi au poste d'ailier. Voilà, je pense que j'ai pas peur de le dire, mais Penaud et Louis Bielbarré sont pour moi les deux meilleurs ailiers du monde. Et il y a pas trop de discussions à avoir sur ce qu'ils ont prouvé depuis le début de ce tournoi, et même depuis ce qu'ils font
en club avec Bordeaux tous les deux, ça reste quand même très très solide les deux, et je trouve que vraiment les Irlandais auraient beaucoup de joueurs à nous envier dans ce 15 de l'équipe de France. Merci en tout cas Maxime pour toutes ces informations. On finira par les petits pronos évidemment pour ce week-end contre l'Écosse. Maxime, je te donne la parole déjà. Toi tu vois parce qu'on est d'accord déjà, victoire nécessaire pour espérer gagner. Ouais. Victoire avec le bonus, tout. Je pense que au Stade de France on est intouchable, et je pense que on va passer un très très bon moment de rugby pour nous Français, et je pense que les Écossais vont pas passer un très bon moment. Je vois honnêtement une victoire assez large, parce que je sais que les Français sur les matchs importants ils savent se transcender. Donc je vois peut-être une victoire aller avec peut-être 20-25 points d'avance pour l'équipe de France au Stade de France ce week-end. Ah oui, tu rigoles pas. Maxime rigole pas. Je fais un tour de table aussi ici en studio. Marin. Ouais, moi je dirais quand même qu'il faut pas sous-estimer les Écossais. On a déjà réussi à perdre face à eux il y a quelques années aux Six Nations. Ils ont une ligne arrière très très forte quand même, avec Graham, Van der Merwe. Donc il faudra pas les sous-estimer. C'est vrai par contre que les avants français sont quand même plus solides. Donc si on arrive à bien les concasser à l'avant et que les arrières suivent derrière, bon bah normalement on devrait gagner ce tournoi, mais à ne pas sous-estimer. À ne pas sous-estimer. Raphaël, tu suis? Ouais, exactement. Faut pas penser qu'on est déjà vainqueur et donc assuré de gagner ce championnat. Et je continue mon tour de table. Guillaume. La même chose, j'ai rien à rajouter. On va rajouter autre chose dans un instant, mon petit Guillaume, t'inquiète pas. On finit par Martin, évidemment. Et moi, je suis comme Maxime, je pense large victoire. Large victoire, très large victoire. Écoute, mon petit Maxime, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que tu es encore là, Maxime? Il est plus là, Maxime. Il va peut-être célébrer quelque chose, Maxime. Attends. Ah. Ouais, Adrien, ouais. On a récupéré Maxime. Ouais, il est peut-être en train de célébrer. On disait, il est peut-être en train de célébrer déjà autre chose, mais on va rien dire. Merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. J'ai essayé avec la technique. Merci à toi on a bricolé. Et puis au plaisir de venir en Irlande te voir, comme si. Ah non. Avec plaisir. Hein, ah mais c'est fini les Six Nations, c'est fini. Non, reviens en France, on ira au stade tous les deux. T'inquiète pas. Ça marche, avec plaisir. Avec plaisir. Merci Maxime. En direct de l'Irlande. En direct de Cork. De Cork, exactement. Et très bel endroit pour aller faire ces petites vacances. Merci Maxime. Pas de soucis, bonne soirée à tous. Et on va glisser un tout petit mot avant d'en envoyer la pause musicale. Et évidemment, j'ai gardé vos micros allumés. Martin, monsieur résultat du soir, tu peux nous annoncer le verdict? On l'attendait depuis tout à l'heure. J'ai vu Guillaume. Oh là là, c'est là où je rêve d'avoir les petites caméras, les petites webcams que les gens vous voient en direct. Ça peut être très marrant. Le PSG est officiellement qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils sont donc qualifiés au tir au but, 0 pénalty manqué côté PSG, 2 côté Liverpool, Curtis Jones et Darwin Nunez. Ah oui, carrément. Et donc mon petit Guillaume, alors t'en penses quoi? Tu les sens bien ces Parisiens avoir battu Liverpool? Est-ce que c'est faire le plus dur, ou c'est là que débute vraiment la Ligue des Champions à partir des quarts de finale? Ouais, bah déjà je pense qu'on peut parler quand même d'exploit après le scénario du match aller où tu dois venir en Anfield pour gagner, et bah tu le fais de la plus belle des manières, au tir au but dans un stade mythique comme Anfield. C'était vraiment pas facile. Ils ont su gérer la pression, ils ont su faire le dos rond aussi à certains moments du match. Et ouais, j'ai bon espoir pour le quart de finale, parce qu'on affronterait du coup le vainqueur de Bruges ou Aston Villa. Et voilà, donc ça laisse quand même le champ des possibles, en tout cas pour le PSG. Et quand on sait d'où vient le PSG, avec un début de saison quand même compliqué, où on les voyait pas forcément se qualifier dans les 24 premiers. Donc c'est quand même une très grosse performance. Énorme performance. On peut le souligner, énorme performance d'avoir battu les Reds à Anfield, et en plus d'avoir décroché sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On a déjà passé du coup la musique du PSG. On a bien fait. Vous avez eu raison de passer Phil Collins. On reste sur la deuxième thématique musicale du soir. C'était Ovalie. Je me devais quand même de faire un petit mot. Il n'existe pas vraiment de chanson a priori sur le 15 de France. Du coup, je suis allé quand même aux racines avec Dupont, avec Big Flo et Oli. Je mets quand même des vraies chansons parfois. Allez, le Stade Toulousain tout de suite sur Radio Campus Lille, et on se retrouve juste après. Il y a Raphaël qui aura quelques questions pour nous défier, évidemment, et Marin pour nous rappeler les prochains rendez-vous de la semaine. À tout de suite. Allez, le Stade Toulousain, là, tous les nordistes qui ont commencé à supporter Toulouse grâce à moi, et peut-être que certains supportent déjà Big Flo et Oli, donc c'est dire. De retour, 23h50 ce soir sur Radio Campus Lille 106,6 FM. On avance, mine de rien, petit à petit. Il est temps d'aborder la fin de cette émission avec un petit moment détente quand même. On se l'offre, on en profite. C'est Raph qui a quelques questions pour nous. C'est parti pour le quiz du Campus Sport Club. Et vous, seriez-vous au niveau de nos chroniqueurs ?
Pour les abonnés de l'équipe notamment, sachez que tous les jours, il y a 10 petites questions avec des points à gagner et des cadeaux à aussi gagner en lot. Raph, peut-être qu'il y a des cadeaux pour nous ce soir? Oui, il y a un cadeau à la fin, je vous l'offrirai dans le métro, les gars. C'est sympa, merci Raph. Vas-y Raph, a quelques questions pour nous, pour vous aussi, ceux qui nous écoutez, si vous voulez répondre en même temps. Et celle-ci porte sur le tournoi des 6 nations. Exactement. C'est vrai qu'on avait choisi la thématique tournoi 6 nations. Vas-y Raph, je te laisse la parole. Donc, tournoi des 6 nations, je compte seulement à partir de l'année 2000, parce que ça marque l'entrée du 6e pays dans le tournoi, qui est, ça commence maintenant. L'Italie. Ah là là, Ça part. Je pense que Un point pour Marin. J'ai entendu en premier sa réponse. Ensuite, quel est le pays qui a gagné le plus de fois le tournoi? L'Angleterre. Égal. Marin 2, c'est bien évidemment l'Angleterre, avec combien de victoires? 5. 8. 7. Je compte seulement 2000, donc ça va pas être 30. 9. Moins 7. Bien, Adrien. Ah, il m'a c'est pas bien entendu 7. la première fois, j'ai dû le répéter. il imagine le complot où les 4 chroniqueurs se disent viens, on fait en sorte que l'animateur il gagne pas. La France l'a gagné combien de fois? 5. 3. Non. 4. Non. 7. Non. 6. 6. Merde. Qui a eu 6? Bon, Marin, par contre, si je commence à me dire tous les c'est bon. chiffres, c'est normal que tu Faut être rapide. Alors attends, on fait pas la règle de si on dit une bêtise, on se tait. À partir de maintenant, on le fait. Allez, Ok, vas-y, on fait. ça marche. Et donc, la France, Jamaïque. Ah merde. à quand remonte la dernière victoire française? 2022. 22. 2022. Martin, qui ouvre son compteur. Combien de fois la France a fait le grand chelem? 2. Non. 4 fois. Une. Adrien. Putain. Adrien 4. Ah ouais, t'as vu. Attends, et oh. Crois pas, mon neveu. Quel est le surnom de l'équipe écossaise? Le 15 Du Chardon. Bien. Je compte Ouais. pour Guillaume. J'ai l'impression- il a dit le 15 du. Et toi, je crois que t'as juste dit Chardon. Bah, le plus important. Chardon. Ah bah oui, pourquoi pas. 2 joueurs ont été nommés 3 fois meilleurs joueurs du tournoi. Lesquels? Wilkinson Dupont et Dupont. O'Driscoll. Allez. Ah, c'est pas Wilkie. Marin qui a bien révisé. Ouais. Et qui Ah, on aurait s'offre peut-être pas dû lui dire le thème en fait. Ah, le tricheur. Attends, vous avez pas Wikipédia ouvert sur vos. Non, j'ai vérifié non. avant. Ouais, ah, c'est lui qui dit ça. Je vous invite à aller écouter le spécial hors série Formule 1, le quiz de fin. Vous verrez. Quel est le joueur le plus capé du tournoi? Wilkinson? Non. Je vais te dire que Wilkinson, moi. Un peu compliqué peut-être. Est-ce que c'est un Irlandais? C'est pas un Irlandais. Donc, en plus, tournoi destination. Hein, ça, Paris C. Bien. Bien. Oh là 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 là. Alors lui, c'est un Italien et il a joué 69 matchs entre 2004 et 2019. Et ça a permis de Nickel. devenir 15 le ans, joueur quoi. le plus capé. Ouais, Wow. c'est ça. Donc Marin qui a 6 points et qui est annulé de un peu de près 4 points pour Adrien. Bon, mais après, à partir de maintenant, les questions comptent triple. Sauf pour Marin. Ah non, mais moi, je suis le parrain. Hein. Je pense que tu peux l'avoir, c'est le plus grand réalisateur du tournoi. Wilkinson? Non. Sexton. Oui. Je me suis dit, faut que tu le dises comme ça, je me suis dit, bah, c'est une passe D, et même pas, tu vois. J'entendais Ton depuis tout à l'heure et je pensais que tu me disais lui. C'est pour ça que j'ai rigolé. Plus récente. Quel est le match avec le plus d'essais en un seul match? En France-Angleterre, Angleterre-France. Non, France-Italie, là. Oui, France-Italie. 14 essais. Je crois que j'ai vu passer l'info sans faire exprès, tu vois. Ah bah, 14 essais et en plus, petite anecdote, c'est aussi le match où une seule équipe a marqué le plus d'essais, 11 pour la France. Ok. Bon, là, je suis désolé. Pour laisser un peu de temps à Marin, on arrive sur les 2 dernières questions. Au mieux. 2 dernières questions, parfait, il en reste 2. Ah bah, vas-y, on fait vite. Quel est le surnom de l'équipe du Pays de Galles? Le 15 du du Poireau. T'as révisé les celle-là. les surnoms. Il y a mieux à réviser que ça. Et Si j'enlève un joueur au 15 de France, c'est 14 de France. Ah bah, bravo. en 2024, qui a été nommé joueur du tournoi? Menoncello. Bien. J'allais dire un Italien, Ouais. ça marche aussi. Bon, Ouais. Marin... Vous pouvez rien faire là, c'est. Au tableau des scores, Marin à 8 points. Ensuite, Adrien 5 points. Arrête-toi là, Guillaume, arrête-toi là. C'est même, pas, c'est même pas 8 points, c'est 5 essais, 3 transformations, 2 pénalités là, et qui nous a foutu, Marin. C'est bien parce qu'on va pouvoir lui donner les 3 dernières minutes de temps de parole en plus, il a le droit. Bon, ça tombe bien. C'est ce qu'il a gagné ce soir. C'est ce qu'il a gagné ce soir. C'est l'heure des immanquables pour finir ce Campus Sport Club.
Vous voulez vibrer cette semaine? Alors tendez l'oreille. Les grands rendez-vous sportifs sont à retrouver dans les immanquables du Campus Sport Club. Et puis finalement, j'ai le mute, parce que je suis très mauvais joueur, très mauvais perdant. Marin, évidemment, tu démarres ces immanquables par l'immanquable. Ça se passe demain à Pierre-Mauroy, notamment, pas que, Ligue des Champions. Eh ben oui, après la victoire incroyable du PSG à Anfield, un deuxième club français pourrait se joindre à la fête. Les Lillois ont rendez-vous avec leur histoire demain soir en affrontant le Borussia Dortmund. Tout reste à faire pour les Dogs qui ont un coup à jouer à domicile. Match à voir demain à partir de 18h45 sur Canal+. Une autre très belle affiche sera également... à voir demain avec le choc madrilène Atlético Real à 21h sur Canal+. Les Colchoneros vont tenter de renverser la vapeur après une défaite 2-1 au match aller. Enfin, on aura Arsenal PSV et Aston Villa Bruges. Deux clubs anglais devraient se qualifier sans suspense après une victoire 7-1 pour Arsenal et 3-1 pour Aston à l'aller. Toujours à 21h sur Canal+ Sport et Canal+ Foot. Il y aura également de la Ligue Europa avec Lyon, dernier club français encore en lice, qui affrontera le FSCB jeudi à 21h sur Canal+. Les Lyonnais sont en mesure de s'imposer après une victoire 3-1 à l'aller. Et rapidement, pour finir sur le foot, un petit mot de Ligue 1 concernant les clubs nordistes. Lille affrontera Nantes à partir de 17h sur beIN samedi et Lens recevra le Stade Rennais à 21h05 sur DAZN, toujours le samedi soir. On assistera dimanche à un match important pour le maintien entre Montpellier et Saint-Etienne à partir de 17h05 sur DAZN. Également un choc en tête de Ligue 1 entre le PSG et Marseille qui conclura ce week-end. Match à retrouver en direct à partir de 20h45 sur DAZN. Un petit mot d'Euro, forcément, la compétition a démarré depuis dimanche, ça se poursuit cette semaine. Et oui, Paris-Nice se poursuit avec une arrivée demain à la Loge des Gardes, une arrivée au sommet pour puncher grimpeur, qui sera un rendez-vous important entre les favoris du général, à retrouver en direct et en intégralité sur les antennes de France TV à partir de 15h45 et sur Eurosport à partir de 15h45 également. Et la course au soleil se clôturera dimanche avec la traditionnelle arrivée à Nice. On aura également Tirreno Adriatico toute la semaine à retrouver sur Eurosport à partir de 13h05 tous les jours. Enfin, tennis, Indian Wells se poursuit demain avec les quarts de finale. On aura Tommy Paul contre Medvedev demain à 2h du matin, donc dans pas très longtemps si vous nous écoutez en direct. Nakashima sera opposé à Ben Shelton et Dimitrov jouera contre Carlos Alcaraz. Le tournoi est à retrouver en direct sur Eurosport et beIN Sport 3. Finale hommes et femmes se dérouleront dimanche prochain. On va pouvoir aussi attaquer, c'est le grand retour de la Formule 1 avec Raphaël. On en a fait un hors-série spécialement Marin, rendez-vous très tôt en plus ce week-end, ça fait mal les oreilles. Et oui, pour les passionnés des sports automobiles, le Grand Prix d'Australie ouvrira la saison de F1 ce week-end, l'occasion d'en savoir un peu plus sur la suite de la saison, qui de Red Bull, McLaren, Ferrari ou Mercedes prendra l'ascendant sur les autres. Le Grand Prix sera diffusé en intégralité sur Canal+, avec essai libre vendredi, qualif samedi et Grand Prix à retrouver dimanche matin à 5h pour les leftos sur les antennes de Canal+. Et on finira évidemment avec les 6 nations, les 3 affiches du week-end avec notre finale. On a parlé beaucoup de rugby, l'Ovalie sera à l'honneur la semaine prochaine avec le tournoi Destination diffusé en intégralité sur France 2. Irlande-Italie samedi suivi de Pays de Galles-Angleterre et en clôture France-Écosse à 21h au Stade de France pour décider du vainqueur de cette édition 2025. C'était écrit, on finira par France-Écosse. Ça c'est beau. Merci Marin pour ces immanquables express. Il est fort en mode TGV Marin. Merci Raph pour les questions, c'était vachement sympa. Même si j'aime pas perdre, comme ça, non, je rigole, je suis bon perdant. Merci Guillaume pour le stress que tu nous auras fait vivre avec ce PSG. Merci Martin d'avoir suivi surtout la rencontre toute la soirée. J'espère que ça a été un bon moment. J'imagine qu'il n'y a pas trop de fun des Reds ici, donc ça va. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, et surtout pour cette nouvelle émission. On se retrouve la semaine prochaine et moi d'ici là je vous dis portez-vous bien. Bye bye tout le monde.